Avant d'entamer le parcours de cet enseignement sur la transition écologique, il est utile de donner quelques repères temporels et quelques repères intellectuels. Des repères temporels pour bien comprendre où se situe la période charnière que nous traversons dans le panorama complet de l'histoire du monde. C'est l'objet de cette vidéo. Des repères intellectuels ensuite pour bien établir quelle est la source des connaissances que nous vous transmettons et pour qu'il soit bien clair pour tous qu'elles ont leur origine dans un certain mode de construction de la connaissance qui leur donne une légitimité et une validité que n'ont pas n'importe quelles opinions exprimées ici ou là, dans les médias ou sur Internet, par des spécialistes autoproclamés. Ce sera l'objet des 4 vidéos suivantes. Mais revenons pour commencer aux repères temporels. Et tout d'abord, situons-nous globalement dans l'histoire du monde pour repérer où se situe le moment actuel dans le cadre global, ce moment de bascule si particulier de l'histoire de la vie que nous sommes en train de traverser, et pour avoir une idée des ordres de grandeur temporels respectifs des phénomènes dont nous allons parler. Alors commençons par le niveau de l'univers. Parler d'un début de l'univers, c'est toujours un exercice délicat, tellement les conditions des premiers instants de l'univers sont étranges et échappent au cadre explicatif physique qui décrivent le monde tel que nous le connaissons. En tout cas, nous savons par des observations astronomiques qu'il existait des étoiles et des galaxies il y a 13,8 milliards d'années. Les modèles cosmologiques estiment qu'il y a eu 400 millions d'années pendant lesquelles la matière a existé sous une forme trop dense pour être dispersée sous forme d'objets célestes. Mais peu importe, prenons donc cela, 13,8 milliards d'années, comme borne de confiance pour estimer l'âge de l'univers. Nous ne savons pas non plus ce que deviendra l'univers dans un très lointain futur. Selon des théories spéculatives qui ne sont pas contradictoires avec ce que nous savons, il pourrait bien rester en expansion de manière indéfinie, ce qui voudrait dire que dans un futur très lointain, il serait vide et froid. Mais ceci ne nous concerne absolument pas. Restons donc sur la représentation d'un intervalle ouvert. Et maintenant, recentrons-nous à présent sur le niveau du système solaire. Le Soleil, notre étoile, s'est formé il y a à peu près 4,6 milliards d'années par accrétion de matière interstellaire, essentiellement de l'hydrogène, et pour l'instant, il se trouve dans une phase longue et stable de sa vie d'étoile. C'est une étoile de type G qui produit de l'énergie par fusion nucléaire d'hydrogène pour donner de l'hélium. Le mécanisme de fonctionnement de ce type d'étoile est bien connu, et son évolution future dans les grandes lignes ne fait aucun doute, même si personne ne sera plus là pour l'observer. Le Soleil est en effet une mécanique beaucoup plus grosse que la Terre, mais dans l'ensemble beaucoup moins complexe, et son avenir est assez facile à prédire. Le mécanisme est très bien compris des astronomes et des physiciens. La réserve d'hydrogène, contenue au cœur du Soleil, à 15 millions de degrés, se transforme peu à peu en hélium, en dégageant de l'énergie. C'est cette énergie qui alimente notre planète, sur des durées de l'ordre d'une dizaine de milliards d'années. Actuellement, il y a encore 75% d'hydrogène dans le Soleil et 25% d'hélium. À mesure que la proportion d'hélium augmente, la température du Soleil augmente aussi, et par conséquent son éclat, c'est-à-dire l'énergie qu'il rayonne vers le reste du système solaire. À très long terme, dans 6 milliards d'années, il n'y aura quasiment plus que de l'hélium dans le cœur du Soleil, et l'équilibre interne sera rompu. Les couches externes du cœur vont fortement s'échauffer, causant une dilatation qui va progressivement transformer le Soleil en géante rouge, qui grossira jusqu'à atteindre à peu près l'orbite de la Terre. Mais il n'y aura pas besoin d'attendre que le Soleil devienne une géante rouge pour que la vie complexe devienne impossible sur Terre. Cette vie, telle que nous la connaissons actuellement, avec ses plantes et ses animaux multicellulaires, repose en effet sur quelques paramètres nécessaires qui comprennent notamment une température compatible avec une présence stable d'eau liquide à la surface, une certaine proportion de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, suffisante pour permettre la photosynthèse des plantes, et une certaine proportion d'oxygène dans l'atmosphère, suffisante pour permettre la respiration des plantes et des animaux. Et ces paramètres évoluent sur de longues échelles de temps, et nous allons y revenir après avoir fait un petit détour par l'histoire de la vie sur Terre. Faisons donc à présent un gros plan sur l'histoire de la Terre pour voir où nous sommes de cette évolution. La stabilisation de la planète, telle que nous la connaissons actuellement, s'est faite il y a environ 4,5 milliards d'années et coïncide avec l'époque de la formation du système solaire. Le Soleil s'est formé par allumage d'une boule d'hydrogène concentrée au centre d'un nuage de matière interstellaire, aplati par la rotation, une sorte de disque. Après la naissance du Soleil, ce nuage voit se dérouler une phase d'accrétion, c'est-à-dire que la matière se regroupe sous l'effet de la gravité en boules qui deviendront les futures planètes. Vers l'extérieur du système solaire, il s'agit surtout de matière gazeuse. Mais vers l'intérieur, il a une proportion importante de matière solide, des métaux et des silicates. C'est ce qui explique que la Terre, ainsi que Mercure, Vénus et Mars, sont des planètes telluriques, c'est-à-dire solides. Il y a aussi des gaz qui s'accumulent autour de la planète dans l'atmosphère. Pendant plusieurs centaines de millions d'années, les collisions avec d'autres corps célestes sont encore fréquentes,
ce qui empêche la planète Terre de se stabiliser et de se refroidir. On peut noter que l'une de ces collisions a probablement donné naissance à la Lune, satellite de la Terre, qui joue un rôle très important par la suite pour créer les possibilités de l'émergence de la vie sur Terre. En effet, l'orbite de la Lune, très régulière, stabilise l'axe de rotation de la Terre, permettant à un climat stable de s'établir sur d'assez longues périodes. Et les marées créeront des zones humides à la limite entre les océans et les continents. La phase d'accrétion et de collision cosmique s'achève il y a 4 milliards d'années. À partir de ce moment, les roches commencent à se solidifier et l'eau liquide à s'accumuler à la surface de la planète. La composition de l'atmosphère à cette époque de l'histoire de notre planète est très différente de celle que nous connaissons. Il n'y a pas encore d'oxygène. Les premières formes de vie qui apparaissent il y a 3,8 milliards d'années sont des organismes unicellulaires, un peu comme des bactéries, et elles sont anaérobies, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent avec un métabolisme qui n'a pas besoin d'oxygène. Normal puisqu'il n'y en a pas. Il y a environ 2,5 milliards d'années, on assiste à l'émergence d'un nouveau type de bactéries, les cyanobactéries. Elles existent toujours aujourd'hui d'ailleurs, elles constituent une partie importante du phytoplancton. Ces cyanobactéries apportent avec elles une innovation évolutive importante, la photosynthèse. Il s'agit du phénomène biologique bien connu, utilisé aujourd'hui notamment par les plantes vertes, qui leur permet de fabriquer de la matière organique, des glucides, à partir d'eau et de dioxyde de carbone, en libérant de l'oxygène. Les cyanobactéries se multiplient alors, et la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre augmente. Il s'agit du phénomène qu'on appelle la grande oxygénation, et qui a augmenté considérablement la teneur en oxygène de l'atmosphère terrestre. Ce phénomène est d'ailleurs le point de départ de la première grande crise écologique de la Terre, puisque pour les formes de vie unicellulaires anaérobies qui existaient à l'époque, l'oxygène était un poison. On a donc assisté à une extinction massive. En outre, ce phénomène a eu pour corollaire la diminution de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, diminuant ainsi l'effet de serre et causant une grande glaciation globale. La vie y a heureusement survécu et s'est adaptée. En présence d'oxygène, un nouveau mécanisme biochimique a évolué et s'est développé, la respiration. La respiration aérobie, c'est ce phénomène que nous connaissons bien, qui permet aux animaux d'aujourd'hui de produire de l'énergie à partir de glucides, en absorbant de l'oxygène et en rejetant du dioxyde de carbone. C'est en quelque sorte le phénomène complémentaire de la photosynthèse. Il n'était bien sûr pas possible avant l'époque de la grande oxygénation. Une autre conséquence de la grande oxygénation est la formation d'une couche d'ozone. L'ozone est un gaz formé de molécules avec 3 atomes d'oxygène. Il se forme lorsqu'il y a beaucoup d'oxygène et de l'énergie. L'ozone est toxique si nous le respirons directement. Mais s'il s'accumule sous la forme d'une nappe gazeuse dans la haute atmosphère, il absorbe les rayonnements ultraviolets du Soleil qui sont néfastes au développement des cellules. On observe que les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules contenant des paquets d'ADN rassemblés dans un noyau protecteur, ne peuvent pas survivre de manière stable en présence de rayonnements ultraviolets. Or, ce sont ces cellules qui sont à la base de toute la vie multicellulaire que nous connaissons, plantes, champignons, animaux, etc. La couche d'ozone est donc elle aussi un paramètre indispensable à la vie complexe telle que nous la connaissons aujourd'hui sur Terre. La concentration en oxygène de l'atmosphère a connu des fluctuations par la suite, avec 2 épisodes de glaciation complète où la Terre présentait l'aspect d'une boule de neige. Ce que nous savons, c'est que ce n'est qu'il y a 538 millions d'années que la composition des océans et de l'atmosphère a atteint un nouvel équilibre, avec, point très important, une couche d'ozone stable, et que la vie multicellulaire complexe a pu commencer à se développer. Il s'agit du phénomène connu des paléontologues sous le nom d'explosion cambrienne. C'est le début du paléozoïque, qu'on appelle parfois aussi l'ère primaire, et c'est là que commence toute l'histoire des organismes vivants complexes. On l'appelle explosion cambrienne. Cambrienne, car elle se déroule au début de la première période du paléozoïque, nommée Cambrien, et explosion, car on assiste à une explosion de la vie multicellulaire sous diverses formes, plantes, animaux, etc. En fait, tous les grands rameaux de l'arbre de la vie multicellulaire qui existent encore aujourd'hui datent de cette période de l'histoire de la Terre. Et encore, ne s'agit-il que d'une petite partie de toutes les formes que la vie a expérimentées à l'époque. Il y a un très beau livre de Stephen Jay Gould qui décrit un peu cette explosion de la vie sous diverses formes et dont vous voyez apparaître la référence à l'écran. Alors, est-ce que la vie multicellulaire, cette vie, l'ère des plantes et des animaux, va durer toujours? Nous savons à l'avance que non. Déjà, puisque le destin du Soleil est très prévisible, nous savons qu'il va devenir une géante rouge, qui, dans 6 à 7 milliards d'années, va atteindre une taille qui englobera l'orbite de la Terre. Mais c'est bien avant ce moment que notre planète cessera d'être un milieu hospitalier pour la vie telle que nous la connaissons. En effet, l'augmentation de l'éclat du Soleil, dont je parlais tout à l'heure, s'accompagne à de très longues échelles de temps
d'une diminution de la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère. C'est la conséquence d'un cycle de rétroaction géochimique qui agit sur de bien plus longues périodes de temps que les cycles biologiques et qu'on appelle le cycle carbonate-silicate. Alors, sans entrer dans le détail, le principe en est le suivant. Le vent, la chaleur, l'humidité et l'acidité de l'air provoquent une érosion des roches silicates, qui sont très abondantes dans la croûte terrestre. Au cours de ce processus, du dioxyde de carbone est retiré de l'atmosphère et injecté dans les rivières et les océans sous forme de bicarbonate. Il s'y recombine alors avec d'autres matériaux, du calcium, du magnésium, et finit par s'intégrer aux couches de sédiments, ce qu'on appelle le calcaire. Ce n'est qu'après un très long cycle, c'est-à-dire après une phase de subduction des roches sédimentaires dans le manteau terrestre, que ces roches peuvent être transformées à nouveau en silicate et que le carbone minéral peut être retransformé en dioxyde de carbone éjecté dans l'atmosphère par les volcans. Or, le dynamisme de cette érosion des roches silicates est proportionnel à la température. Donc, plus la température augmente sur Terre à mesure que l'énergie radiative fournie par le Soleil augmente, plus ce mécanisme va retirer de dioxyde de carbone de l'atmosphère. Nous parlons ici de très très longues échelles de temps, en centaines de millions d'années. Donc n'allons pas nous imaginer que ceci est une solution au problème actuel de l'augmentation brutale de la teneur en CO2 de l'atmosphère en 250 ans. Je le mentionne juste pour donner cet horizon temporel très global de l'histoire de l'habitabilité de la planète pour des formes de vie évoluées. L'augmentation de la température moyenne de la Terre à laquelle nous assistons aujourd'hui est brutale et elle vient du bas. Elle est due à l'effet de serre et l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère en est la cause. Alors que l'augmentation qui aura lieu lentement au fil des prochains milliards d'années est d'une autre nature. Elle viendra du haut, de l'augmentation de la chaleur du Soleil, et la diminution du taux de CO2 dans l'atmosphère en sera la conséquence. Les plantes vasculaires complexes ont besoin d'une teneur minimum en CO2 de 150 ppm, c'est-à-dire parties pour million, 150 ppm dans l'atmosphère pour faire fonctionner leur mode de photosynthèse. D'après un modèle du phénomène d'érosion des silicates, l'atmosphère terrestre devrait descendre en dessous de ce taux d'ici environ 500 millions d'années. Si l'on prend en considération les plantes herbacées, qui pratiquent une forme de photosynthèse plus sobre en dioxyde de carbone et qui peuvent survivre à des taux de CO2 dans l'atmosphère descendant jusqu'à 10 ppm, cet intervalle de temps nécessaire à la survie d'une vie multicellulaire évoluée sur la planète peut être revu de manière optimiste à 1 milliard d'années. Mais dans tous les cas, d'ici 1,5 milliard d'années, la température moyenne sur Terre atteindra 50 degrés et à cette température, plus aucune vie n'est possible à part pour certaines bactéries. Pour résumer tout ce qui vient d'être dit, la fenêtre d'habitabilité de la Terre pour des créatures évoluées comme les plantes et les animaux est à la très grosse louche de 1000 à 1500 millions d'années et nous sommes au milieu de cette phase. Elle a commencé il y a 538 millions d'années et se terminera dans à peu près le même délai. Ceci est résumé ici par la figure suivante, extraite du livre Vie et mort de la planète Terre, que vous trouverez dans les références du cours. La courbe que vous voyez représente l'augmentation au fil du temps de l'éclat du Soleil reçu sur Terre. La fenêtre en blanc au milieu est l'intervalle de temps au cours duquel une vie développée peut se développer sur la planète. Faisons à présent un zoom avant sur ces 538 millions d'années au cours desquelles notre planète a abrité une abondance de formes de vie. On distingue 3 grandes aires géologiques qui couvrent cette période. L'ère paléozoïque, ou ère primaire, de moins 540 à moins 252 millions d'années. L'ère mésozoïque, ou ère secondaire, de moins 252 à moins 65 millions d'années. Et l'ère cénozoïque, qui recouvre ce que l'on appelait autrefois l'ère tertiaire et l'ère quaternaire, qui va de moins 65 millions d'années à aujourd'hui. La frise des temps géologiques qui apparaît ici est publiée sur le site du Muséum national d'histoire naturelle, et vous pourrez trouver une histoire de la vie sur Terre dans le livre de Patrick de Wever, dont la référence est donnée avec ce cours. L'ère paléozoïque est d'abord marine. Pendant sa première époque, le Cambrien, la vie n'existe que dans les océans. À partir d'il y a 480 millions d'années environ, les plantes commencent à couvrir les continents. Leur déploiement se poursuit jusqu'à la fin du Dévonien, il y a à peu près 360 millions d'années. Toute cette époque est encore marquée par un taux très élevé de CO2 dans l'atmosphère, de l'ordre de 2000 ppm, comme le montre le graphique établi par Gerhardt et Ward à partir de plusieurs études. Cette concentration en gaz carbonique engendre un climat tropical sur toute la planète, et elle est favorable à la croissance des grandes forêts qui finissent par recouvrir tous les continents de l'époque. Cette période est interrompue il y a 445 millions d'années par la première grande extinction, celle de l'Ordovicien-Silurien, marquée par une glaciation de 10 millions d'années, et par la deuxième extinction, celle du Dévonien, il y a 372 millions d'années. C'est entre ces deux grandes extinctions, au cours de l'époque appelée Dévonien,
que les premiers animaux commencent à apparaître sur la terre ferme. Auparavant, la vie animale était essentiellement marine. Entre moins 360 et moins 300 millions d'années se déroule la période qu'on appelle le Carbonifère, parce que c'est d'elle que nous avons hérité 90% du charbon que nous exploitons depuis le XVIIIe siècle. Les grandes forêts ont alors fini par recouvrir tous les continents, et la matière organique piégée dans le sol, en renouvellement constant, et dont la décomposition n'a pas le temps de se faire à l'air libre, finit par former des dépôts qui s'enfoncent peu à peu dans le sous-sol. Soumis à des pressions et à des températures de plus en plus fortes, et en l'absence d'oxygène, ces dépôts sont soumis à une décomposition chimique qu'on appelle la pyrolyse, et deviennent du charbon ou du pétrole. Toutes nos réserves de combustibles fossiles, celles que nous avons allègrement brûlées et dispersées dans l'atmosphère sous forme de gaz carbonique en 250 ans, sont ainsi en fait l'héritage de forêts préhistoriques. Le fait qu'il faille à la nature entre 60 et 300 millions d'années de lents mijotages dans des poches souterraines, dans des conditions extrêmes de température et de pression, pour fabriquer du charbon ou du pétrole, montre qu'on ne peut certainement pas qualifier cette source d'énergie renouvelable, même si elle est d'origine biologique. Aujourd'hui, à l'échelle des temps des civilisations humaines, il existe des technologies permettant d'engendrer du pétrole synthétique, mais cette opération nécessite plus d'énergie que ce que son résultat est capable de fournir en retour. Le pétrole abondant et presque gratuit, c'était le cadeau de 300 millions d'années d'histoire géologique qu'il avait fabriqué pour nous. Et il est bientôt épuisé. Il y a 252 millions d'années s'est déroulée la troisième grande extinction, la grande crise du Permien-Trias, qui marque la charnière entre le Paléozoïque et le Mésozoïque, entre l'ère primaire et l'ère secondaire. C'est la plus grosse extinction de masse de l'histoire de la vie jusqu'à maintenant. On pense qu'elle a été causée par 2 méga-éruptions volcaniques espacées de 6 millions d'années, ce qui, à l'échelle des temps géologiques, est un instant assez bref. Elle a marqué l'extinction de 95% des espèces. Sa trace est bien visible dans les couches géologiques. Après elle commence le Mésozoïque, ou ère secondaire, bien connu pour être l'époque des dinosaures. Pendant le Mésozoïque, outre les dinosaures, une innovation biologique très intéressante se produit. L'apparition des angiospermes, c'est-à-dire des plantes à fleurs, il y a environ 120 millions d'années. L'évolution de certains insectes, surtout hyménoptères, qui se spécialisent dans la consommation du nectar des fleurs, donne un coup de fouet à la diversification et au développement des plantes à fleurs, en transportant le pollen entre les plants. Entre moins 120 et moins 85 millions d'années se met ainsi en place la coopération entre plantes à fleurs et insectes pollinisateurs qui a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Difficile d'imaginer aujourd'hui notre monde sans fleurs et sans insectes. Les plantes à fleurs représentent à présent 80% des espèces de plantes. Il faut avoir cela présent à l'esprit pour mesurer les enjeux de l'effondrement actuel des insectes, dont il sera question dans le chapitre concernant la biodiversité. Cet effondrement, causé par les insecticides chimiques que l'agro-industrie produit depuis 50 ans, remet en jeu un équilibre créé par la nature au cours de 120 millions d'années d'évolution. Il y a 66 millions d'années se produit la 5e grande extinction, l'extinction de la fin du Crétacé, connue pour marquer la fin du règne des dinosaures. Une hypothèse, considérée aujourd'hui comme vraisemblable, attribue la cause de cette extinction à la chute d'une météorite géante. On en trouve le cratère dans la région du Yucatan au Mexique, qui a succédé à une période de volcanisme intense, produisant ainsi une succession d'épisodes de réchauffement climatique et d'hiver nucléaire à laquelle beaucoup d'espèces vivantes n'ont pas réussi à s'adapter. On entre alors dans l'ère cénozoïque. Le climat de l'ère cénozoïque est d'abord chaud. Il est ponctué il y a 56 millions d'années, à la fin du Paléocène et au début de l'Éocène, par un réchauffement planétaire rapide. En seulement un millénaire, entre 1500 et 2000 gigatonnes de CO2 ont été relâchées dans l'atmosphère par une activité volcanique intense, causant un effet de serre accru et un réchauffement planétaire qui a atteint 5 à 8 degrés sur environ 20 000 ans, avant de trouver un nouvel équilibre. Cet épisode de réchauffement climatique relativement brutal a mené à des extinctions d'espèces et a conduit le monde à un climat subtropical généralisé qui s'étendait jusqu'aux latitudes proches du cercle polaire et a duré 150 000 ans. On parle du maximum thermique Paléocène-Éocène, ou PETM, d'après l'acronyme anglais. À cette époque, il y avait des palmiers en Antarctique. L'injection de 1500 à 2000 gigatonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère en un millier d'années, cela correspond à peu près au relâchement de 1 à 1,5 gigatonnes par an. Et cela a mené à un réchauffement de 5 à 8 degrés en 20 000 ans. À titre de comparaison, aujourd'hui, nous relâchons dans l'atmosphère 9,5 gigatonnes de dioxyde de carbone par an. Et le climat s'est réchauffé de 1,5 degré en 250 ans. L'ère cénozoïque a été marquée par une tendance au refroidissement au cours des 45 derniers millions d'années, avec un refroidissement brutal à la coupure entre Éocène et Oligocène, il y a 34 millions d'années, suivi d'un réchauffement relatif au Miocène et d'un nouveau refroidissement au Pliocène.
Ce sont pendant ces 34 derniers millions d'années que se sont notamment développés les graminées et les mammifères qui nous sont si familiers dans le monde d'aujourd'hui. Il y a 2,58 millions d'années commence l'ère quaternaire, dont la plus grande partie est la période nommée Pléistocène. C'est une période qui est marquée par un cycle rapide de glaciation entrecoupé de périodes interglaciaires, comme on le voit dans la partie en bas à droite du graphique de température. C'est aussi pendant cette période que se déroule l'histoire du genre humain. Nos ancêtres se sont séparés de ceux des chimpanzés actuels, nos plus proches parents sur l'arbre généalogique des espèces, il y a environ 7 millions d'années. Au cours de la période qui a suivi, de nombreuses lignées ont existé en Afrique qui peuvent être rattachées à la lignée humaine, sans être directement nos ancêtres. On en a trouvé de multiples fossiles dans tout l'Est africain, de la Libye à l'Afrique du Sud. La plus célèbre est Lucie, un spécimen d'Australopithecus afarensis qui date d'il y a à peu près 4 millions d'années. Le plus ancien fossile considéré comme hominidé date d'il y a environ 7 millions d'années, c'est l'homme de Toumaï. À partir d'il y a 3 à 2 millions d'années, on commence à trouver des fossiles qui sont suffisamment proches de nous pour qu'on les considère comme faisant partie du genre Homo. Des cousins humains, en quelque sorte, même si ce n'est pas tout à fait la même espèce que nous. On parle d'Homo habilis, puis d'Homo erectus et d'Homo ergaster. Notre espèce, c'est-à-dire des hommes vraiment tout comme nous, avec exactement les mêmes caractéristiques morphologiques, donc Homo sapiens, est clairement identifiable depuis environ 250 000 ans. En plusieurs vagues migratoires partant d'Afrique, elle s'est répandue sur tous les continents. Enfin, il y a 35 à 40 000 ans, au milieu de la dernière glaciation, s'éteint la dernière espèce du genre humain qui ne soit pas la nôtre, Homo neanderthalis, l'homme de Néandertal. À cette époque, notre espèce, l'Homo sapiens, est définitivement semblable à ce qu'elle est aujourd'hui, même si nous n'avons pas le moyen de connaître le monde psychologique et social de ses ancêtres. En tout cas, nous savons qu'ils pratiquaient déjà l'art pictural, les peintures pariétales de la grotte Chauvet datent de cette époque par exemple. Il y a 11 700 ans prend fin la dernière glaciation. C'est le début de l'époque appelée Holocène, époque caractérisée par un climat remarquablement clément et stable qui a permis aux êtres humains de s'établir sur tous les continents et d'y développer diverses cultures. Toute l'histoire humaine connue s'étend dans ce berceau confortable de l'Holocène. Ce qu'on a appelé le néolithique, âge de la pierre polie, commence il y a à peu près 10 000 ans. La révolution néolithique est un terme un peu fourre-tout qui désigne toutes les innovations techniques et sociales qui ont pu se développer sous la protection d'un climat stable. Sédentarisation, regroupement des humains en villages puis en villes, culture des céréales et des plantes potagères, domestication de certaines espèces d'animaux, apparition de techniques de poterie, de vannerie, de couture, d'architecture. Et finalement, il y a à peu près 5000 ans, apparition de l'écriture, qui devait déboucher sur le début de l'histoire humaine telle que nous la connaissons et telle que nous l'apprenons dans les livres. Khéops, Agamemnon, Alexandre le Grand, Confucius, Jules César, Jésus-Christ, Mahomet, Charles Quint, toutes les figures et les épisodes connus de notre histoire s'inscrivent dans ces 5 derniers millénaires, période insignifiante au regard des temps géologiques. Si toute l'histoire de la vie développée sur Terre depuis l'explosion cambrienne, il y a 538 millions d'années jusqu'à aujourd'hui, était représentée sur 24 heures, l'apparition des premiers hominidés aurait lieu à 23h59 et l'âge des civilisations humaines à 23h59 et 999 millièmes de seconde. Depuis 300 ans, il se passe un phénomène déroutant. Le développement de l'espèce humaine semble avoir pris un coup d'accélérateur. La population humaine, qui selon des estimations rétrospectives avait augmenté doucement, passant de 10 à 15 millions dans l'Antiquité à 650 millions au début du XVIIIe siècle, s'est mise à croître de plus en plus vite. Le milliard d'êtres humains a été atteint dans les années 1800, 2 milliards dans les années 1920, 3 milliards en 1961, 4 milliards en 1975, 5 milliards en 1988, 6 milliards en 1999, 7 milliards en 2011, 8 milliards en 2022. La courbe est en train de s'infléchir, mais la croissance n'en est pas moins impressionnante. Cette croissance de l'espèce humaine envahit évidemment tous les milieux, contamine tous les écosystèmes de la planète et réduit l'espace où peut se déployer d'autres formes de vie. Selon une étude de 2023, les êtres humains et leurs espèces domestiques, bétail et animaux de compagnie, constituent au total 95% de la biomasse totale de mammifères sur la planète, mammifères marins compris. Cette période correspond à peu près à la date de l'invention de la machine à vapeur et à la période à laquelle nous nous sommes mis à extraire et à brûler des énergies fossiles. Et selon de nombreux observateurs, il est bien possible que ce ne soit pas une coïncidence. Les énergies fossiles ont en effet multiplié considérablement notre pouvoir d'action sur le monde qui nous entoure. Mais en nous mettant à les utiliser de manière de plus en plus frénétique, jusqu'à avoir presque épuisé en 300 ans la réserve que la nature avait constituée en 300 millions d'années, nous avons déclenché un mécanisme extraordinairement brutal et puissant de bouleversement climatique.
Et nous allons à présent devoir apprendre à gérer cette situation au moment même où nous occupons presque toutes les niches écologiques sur Terre. Alors en conclusion, terminons en dézoomant progressivement. Les 300 dernières années, au cours desquelles se sont déployées notre civilisation scientifique et technique et notre économie capitaliste mondialisée, représentent un vingtième de l'histoire humaine écrite. Cette histoire humaine écrite représente la moitié de l'Holocène, la période géologique au climat stable dans laquelle nous avons vécu depuis 12 000 ans. Et cette période elle-même représente un vingtième de l'existence estimée d'Homo sapiens sous sa forme moderne, de 140 000 ans. Si nous dézoomons encore, cette période qui a vu le déploiement d'Homo sapiens hors d'Afrique représente un 25e de la période au cours de laquelle ont évolué les hominidés, depuis la séparation de nos ancêtres d'avec les ancêtres des autres grands singes. Cette période des hominidés représente environ un dixième de la période qui nous sépare de la dernière grande extinction qui a mis fin à l'existence des dinosaures. Cette dernière période, celle de l'ère cénozoïque, depuis la dernière grande extinction, représente à peu près un dixième de toute la période au cours de laquelle la vie complexe s'est déployée sur Terre, depuis le début du Cambrien. Et enfin, cette période de la vie développée sur Terre représente un huitième de l'âge de la Terre, qui elle-même représente un tiers de l'âge de l'univers. Il est très important de bien comprendre à quel point les connaissances spéculatives que nous avons sur l'extinction inévitable de la vie complexe sur Terre nous concernent peu. Elles se déroulent dans des échelles de temps qui n'ont aucune signification pour nous. Même si les animaux cessent d'exister sur notre planète dans 1 milliard d'années, cela n'a aucun intérêt concret par rapport au monde que nous connaissons. Il se sera écoulé d'ici là des dizaines de nouvelles ères géologiques, de nouvelles grandes extinctions, et vu la durée de vie moyenne d'une espèce, de quelques millions d'années, il n'y a aucune chance que même de lointains descendants des humains soient concernés par ces événements futurs. Ce qui compte en revanche dans l'immédiat, c'est la préservation du monde tel que nous le connaissons, avec son foisonnement de vie, qui résulte de 120 millions d'années d'évolution de la vie depuis l'ère secondaire. Les forêts, les prairies, les mammifères, les plantes à fleurs, les insectes, les oiseaux. Et ce qui compte de manière encore plus brûlante, c'est la préservation de nos civilisations humaines et de tout ce qu'elles ont bâti en 5000 ans d'histoire. C'est ce monde-là auquel nous sommes attachés, et c'est ce monde-là qui est en jeu par les décisions que nous allons collectivement prendre dans les prochaines années. Le moment historique que nous vivons est infinitésimal, mais il est crucial, car les mécanismes mis en route par notre civilisation industrielle en quelques décennies ont un impact comparable à celui qu'ont eu dans le passé des éruptions volcaniques intenses pendant plusieurs centaines d'années. Il est donc important à la fois de comprendre la part minuscule que notre époque occupe dans l'histoire de la vie et notre immense responsabilité au regard des conséquences qu'elle peut avoir.